Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la troisième mi-temps. Vincent Franco n'est pas là aujourd'hui, c'est moi qui le remplace. On a aussi nos périodes de doublons. Avec moi aujourd'hui Loïc Bessière, vous le connaissez, c'est un habitué de la troisième mi-temps. Et un petit nouveau qui fait ses débuts aujourd'hui, on gagne en muscle aujourd'hui, c'est François Malesson qui nous rejoint en plateau. Messieurs, donc évidemment, comme je disais, on est ravis de retrouver tout le monde. On s'est régalé devant cette journée top 14. En tout cas, moi je me suis régalé. Il y a eu plusieurs matchs intéressants. On va évidemment débriefer celui qui vient de se terminer il y a quelques minutes. Et bien, tout est dans le titre. Toulon fait exploser Bayonne 46-10. Les Toulonnais ont renversé, ou plutôt ont mis la clim sur Anoeta, parce que le match était délocalisé. Les Bayonnais étaient partis de Jean Daugé. Mal leur en a pris, si je puis dire. Messieurs, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette rencontre? Est-ce que c'est la force de Toulon, le malheur qu'a Bayonne de se délocaliser? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir, vous, de cette rencontre? Loïc, d'abord. Deux fois qu'ils se délocalisent. L'an dernier, ils avaient perdu 30 à 20 contre Pau. Ça leur coûte la qualif. Attention à ce que ce match délocalisé, ça leur coûte pas tout simplement leur place en top 14. Parce que maintenant, Bayonne a obligation de regarder vers le bas plutôt que vers le haut. Déjà parce qu'ils n'arrivent pas à gagner un match extérieur. Bon, mais moi, si tu veux te qualifier, il faut gagner extérieur. Là, ils perdent... Ils perdent toujours pas à Jean Daugé, cette fameuse série dont on parle, j'ai l'impression, chaque fois que je viens sur ce plateau, continue à perdurer. Mais ouais, défaite à domicile sur cette délocalisation. Et on attend de voir si l'année prochaine, jamais 203. Non mais là, Bayonne, il faut vraiment regarder vers le bas. Et cette défaite va leur faire mal, même si Toulon a vraiment fait un très très gros match devant Ribans incroyable. Très bonne paire de centres entre Faïnganoukou et Payawa. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir. D'ailleurs, j'en profite pour dire tous ceux qui sont là dans le chat, ils sont déjà nombreux. Évidemment, vous pouvez nous poser des questions, réagir aussi, donner vos avis sur cette 20e journée de top 14. On va essayer d'en distiller quelques-uns. François, toi, c'est pareil que Loïc, c'est la force toulonnaise et aussi le fait que Bayonne doive un peu regarder en bas? Déjà, là, Bayonne va forcément devoir regarder en bas parce que ça se resserre et au bout d'un moment, ils auront plus d'écart. Mais surtout, déjà comptablement, c'est quand même très embêtant pour eux. Et dans le jeu, ce soir, les Bayonnais étaient complètement dépassés chez eux par une équipe de Toulon qui a certes proposé un très beau jeu, mais devant Bayonne, là, ça a été très compliqué. Et des joueurs qui sont d'habitude très bons ont été bien plus en difficulté que d'habitude. Je pense à Perchaud, par exemple, qui, on le sait, est un très bon pilier. Mais là, ça a été compliqué ce soir. Il donne un essai, il fait une passe, il a dit « Allez, Duncan, vas-y ». Fonce, t'es pas très bien cette saison, donc vas-y, relance-toi. Non, mais qu'est-ce qui, selon vous, parce que Bayonne est une bonne équipe, on l'apprend à personne, qu'est-ce qui a fait déjouer Bayonne, selon vous? Vous le savez, j'ai mon avis, je l'ai déjà dit dans la rédac, que j'ai l'impression que le fait que Baptiste Serein soit revenu en tant que titulaire, ça a apporté une sérénité, même c'est presque un jeu de mots, mais ça a apporté une sérénité à Toulon, ce côté leader qu'il a. Bon, après, c'est un excellent joueur de rugby, un des meilleurs neufs du championnat, il n'y a pas de débat, mais il y a eu un Toulon avant et un Toulon après. J'ai l'impression de la victoire contre Montpellier a évidemment fait du bien à Mayol. Ils enchaînent là. Est-ce que Toulon, pour vous, regagne de la crédibilité et du crédit dans la course et possiblement dans les prochaines phases finales? C'est pas qu'une impression, c'est un fait. Il y a une surindépendance à Toulon déjà parce que Baptiste Serein c'est un excellent joueur. Maintenant il a plus le jeu au pied, enfin le but comme il pouvait l'avoir avant, vu qu'il y a Jaminet qui fait ça, il a très bien fait ce soir. Limite n'importe quelle faute maintenant ils vont demander 3 points. Pierre Mignoni, 3. Je suis en dehors du cadre. Voilà. Nickel, merci Théophile. Non mais du coup oui, il y a ça, donc déjà son impact dans le jeu, mais aussi je pense son impact son leadership. Exactement, son leadership. Tout le monde est rassuré de le voir là, et notamment je pense les avants qui cornaquent à merveille, et on voit quand il est là, il leur parle beaucoup tout le temps, il est derrière eux tout le temps sur leur dos, et des fois ça doit être un peu embêtant, ils doivent en avoir marre de Serein, mais en attendant on voit le résultat ce soir, il dicte le jeu à merveille, et Toulon a fait un très gros match, et en deux matchs, ils ont marqué combien? 50 la semaine dernière, 40 et quelques là, quasiment 100 points de match, on voit de suite la différence. J'en profite pour vous présenter un petit peu le programme. On va continuer cette discussion évidemment. Je remercie tous ceux qui sont là. Il y a des fidèles, j'en cite quelques-uns. Il y a Alexandre Castin qui est là souvent, Gab3663SM aussi. Merci à tous d'être là. Et puis évidemment, comme je disais, continuez à donner vos avis.
On va en parler. Le programme, il est tout simple. Voilà, on débriefe ce match-là. Après, on va parler du Racing qui a gagné, mais qui a perdu beaucoup. Peut-être plus que des points au classement. On va parler de la section aussi, évidemment, qui a fait un match énormissime à Ernest Vallon hier. On va discuter du CO qui est en difficulté. Et on va parler des Rochelais avec la titularisation d'un revenant, même s'il était déjà là en tant que remplaçant, mais Mathias Haddad. Et puis on terminera avec, vous vous en doutez bien, notre MVP, la grande mêlée avec Ruiz, pour vous spoiler. François, est-ce que ce Toulon-là t'impressionne ? Ce Toulon-là commence à m'impressionner. Ils vont être à la fin, à mon avis, assez compliqués à prendre et ils sont en train de monter en puissance petit à petit. Bon, c'est pas encore tout à fait régulier. Ils ont parfois dans des matchs des trous d'air et parfois ils passent complètement à côté même. Mais ils commencent vraiment à m'impressionner. À mon avis, ils vont pas être drôles à prendre à la fin, surtout avec un Baptiste Serin de ce niveau-là et plus largement une ligne de 3/4 super ce soir. Et puis quand ils se mettent tous à jouer ensemble, ça va très vite et très très fort. C'est ça, en fait, on a retrouvé un Toulon consistant. Il y avait des bribes qui donnaient des indications assez sympas. On pouvait penser que ça pouvait prendre. Là, la mayonnaise, ça y est, elle prend. Il y a un pas qui montre une force assez incroyable. Derrière, j'ai l'impression qu'il y a toutes les forces disponibles. Il manque personne. Ils reviennent en forme au meilleur des moments. Et donc, je suis assez d'accord avec vous sur le côté la phase finale peut les aider. Après, attention, on sait que c'est fragile, Toulon, le climat avec les supporters, même si ça va un peu mieux, ça reste quand même assez fragile. C'est des choses qui peuvent casser. Mais j'ai l'impression que, vu ce qui monte sur le terrain, c'est assez solide et ça va tenir la route pour la suite de la saison. Mais surtout, le public, à Toulon, c'est toujours des excès. C'est-à-dire là, il y a eu les excès négatifs, mais là, je pense qu'après ce succès, il y aura des excès positifs. C'est-à-dire que là, je pense que Mayol va être plein pour pousser Toulon en phase finale sur les prochaines semaines. Et j'espère qu'ils applaudiront David Ribans, qui ce soir a encore fait un très beau match. Franchement, Toulon, ces dernières années, ça n'a pas été toujours nickel niveau recrutement, mais là, ils ont fait une sacrée pioche. Dans le combat, il y est. En touche, il est très important, notamment pour envoyer Abadi voler tous les ballons, à le lancer en l'air. Et même quand il a la balle, souvent c'est lui qui casse les premiers plaquages. Il sait faire jouer après lui. Franchement, c'est un des meilleurs deuxième ligne du top 14. Et encore soir, il fait un gros match. Et tant qu'il est là et qu'il fait des bons matchs, je m'inquiète pas trop pour Toulon devant. Tu veux rajouter quelque chose ? Ils ont Gros qui revient. Ça, à la fin, ça va être un mec d'expérience qui va, je pense, pas mal leur apporter. Et ça va compter. Ouais, c'est ça. Il y a aussi des finisseurs ou des remplaçants comme on veut, mais voilà, il y a un effectif qui est en train de complètement revenir et forcément, oui, je pense que Toulon arrive peut-être à son pic, va être au meilleur de sa forme, au meilleur de son effectif là maintenant, et ça tombe bien parce que c'est maintenant que ça compte. Je vois dans le chat que ça nous parle énormément de l'USAP. Il y a que des Catalans dans le chat quasiment. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Je vois que vous êtes très intéressés par ce sujet-là. On va en parler. On parlait de l'effectif toulonnais qui se remplit ou du moins qui commence à avoir quelque chose de concret. Il y en a d'autres pour qui c'est des mauvaises nouvelles. Le Racing a gagné ce week-end, mais a perdu très gros en perdant sa charnière Le Garec-Gibert et Kamicha aussi qui a été blessé. Un déplacement très compliqué se profile en Champions Cup. Messieurs, qu'est-ce que vous inspire cette infirmerie qui se remplit ? Ah bah là, ça va être mission impossible à Toulouse. Je pense qu'on peut déjà le dire parce que on l'a vu là pendant le tournoi. T'enlèves Le Garec Gibert, c'est fini le Racing. D'ailleurs, il me semble qu'ils sont derniers sur la période des doublons. Dernier ou avant-dernier. Ça se vérifie. Voilà, dernier avant-dernier, donc ça veut tout dire. Donc sans eux, à Toulouse en plus, qui eux, pour le coup, à Toulouse, on retrouve du monde, notamment un petit numéro 9, Antoine Dupont, numéro 10, Romain Tamac. Je pense que vous l'avez peut-être pas entendu, on n'en a pas trop parlé ce week-end, mais non, du coup, là, oui, c'est une mission impossible. On le voit, le Racing, on parlait tout à l'heure de dépendance à Baptiste Serin, mais là, il y a une dépendance énorme aussi à Antoine Gibert, encore plus à Nolan Le Garec. On le voit, ils reviennent la semaine dernière, ils vont gagner à Castres, où c'est quand même pas tout le monde qui va gagner à Castres, même si en ce moment, Castres, ça va un peu moins bien. Et là, ce week-end, on a vu, ils ont galéré quand même face à Clermont. Alors Clermont a fait un peu tourner. Ils sont quand même filés en défense parce qu'on pouvait s'attendre offensivement à un festival. Au final, on l'a pas eu. J'ai encore été à Rondelmark, mais il me déçoit encore ce mec. Je pensais qu'il allait rouler sur le top 14. Notamment, par Toulon, il fait une première à Mayol énorme. Oui. Et depuis, je trouve,
un peu déçu dans Rondelle. C'est peut-être pas le sujet de faire un débat en Rondelle. Oh, mais on peut en parler, mais voilà, moi je suis déçu, je pensais qu'il avait vraiment tout cassé. Mais voilà. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, par contre, je vais donner la parole, mais ils perdent le Garec assez tôt, ils gagnent quand même, donc ça peut aussi donner des espoirs au Racing Men. Bon, évidemment, ça sera une autre paire de manches contre Toulouse, mais ils s'en sont sortis sans le Garec. Donc, ouais, pendant longtemps, t'avais Gibert à la mêlée encore. T'avais Gibert, Teder à la charnière. Ça va être Clovis Lebas et Méliande, peut-être. Non, Teder à l'ouverture. Teder, oui. Oui, donc, non, mais c'est quand même assez compliqué ce déplacement. Pas d'espoir pour toi non plus, François ? Je pense malheureusement qu'à Toulouse, la marche sera un peu trop haute, surtout, comme on vient de le dire, sans tous les leaders. J'ai un motif d'espoir pour le top 14 et la suite de la saison. Le Garec, ça ne devrait pas être une blessure trop longue, c'est une commotion, donc il sera rapidement de retour sur les terrains. Et puis ils ont un petit centre fidjien là, qui devrait bientôt revenir, qui pourrait leur faire du bien. Tuisova, s'il revient avant la fin de saison, ça peut être solide quand même le Racing, et ça sera pas drôle à prendre non plus. Pour rebondir sur ça, quelle perspective pour toi pour la fin de saison en top 14 aussi c'est quand même une équipe solide en top 14. Ok, il y a un déplacement très très difficile, mais faut voir ce que ça va donner. C'est une belle équipe, le Racing. Ah oui, ça reste une belle équipe, et là, bon, ils ont été en deçà, peut-être, on peut dire, de ce qu'on pouvait attendre d'eux offensivement face à Clermont, surtout que c'était la dernière de la saison dans leur salle. On pouvait dire. Dernière de Roanimov aussi. Dans cette salle-là, oui, justement. Il a marqué, il a soigné sa sortie, comme on le connaît, en vitesse. Mais par contre, un motif d'espoir, je pense peut-être pour eux, c'est leur stade défensif. Ils sont vraiment filés, on peut le dire. Narizi à 17 plaquages, Chouznou 20, Roland 22, Woki 16, Joseph 22, Diallo 21. Il y a vraiment eu devant le pack qui a fait le taf. Défensivement, ils se sont filés. C'est vrai que le Racing était moins spectaculaire que ce qu'on pouvait s'y attendre. Surtout face à un Clermont un peu remanié. Ils n'avaient pas trop fait l'impasse, mais il y avait des mecs comme Moala, mais ils avaient quand même fait tourner. On pouvait s'attendre à beaucoup de spectacles. Et au final, ils sont peut-être rassurés depuis 2 matchs. Bon, au cas 4, ils avaient été beaucoup pénalisés, mais au final, ils se sont quand même filés devant pour aller chercher. En fin de match, voilà, pour aller chercher ce succès. Et là, contre Clermont, pareil. Donc en fait, au final, c'est paradoxal, mais c'est peut-être devant où le Racing s'est rassuré dans sa salle sur son synthé. Ok, ben voilà pour les Racingmen qui auront un déplacement très très compliqué à Toulouse, et on va y venir à Toulouse évidemment, puisque hier soir il y avait un grand match entre Toulouse et Pau. On a pu voir du spectacle, 5 essais à 4 de mémoire si je ne me trompe pas, pour les Toulousains qui se sont imposés quasiment à la fin du match avec un essai de Mathis Lebel. Mais on va parler des Palois qui sont clairement la belle surprise de cette saison, même si ça gagne pas forcément, mais ça montre de très belles choses. François, qu'est-ce que tu as pensé de notamment la performance des jeunes ? On va parler d'eux, que ce soit Gaëtan ou Atis Ogbe. Est-ce que ce pot-là te fait plaisir, même si dans les résultats c'est pas parfait ? Déjà, c'était un super match à regarder en tant que spectateur. Je pense que tout le monde s'est éclaté. Tous les mecs qui ont vu ce match ont adoré. Et puis Pau, ça joue super bien au rugby, quoi. C'est une vraie équipe de rugby qui joue bien, qui se fait plaisir. On voit que c'est des potes et ça fait plaisir à regarder. Et bon, ça gagne pas. Encore une fois, à Toulouse, ils sont pas passés à côté, mais enfin, ils sont pas passés loin, mais il manque ce petit quelque chose, en fait. Il manque toujours ce petit quelque chose. Pau, ça fait longtemps qu'on dit à chaque fois que c'est des prétendants au top 6. Et au final, ça va encore être compliqué cette saison. Malgré le super début de championnat, à la fin, il va manquer quand même quelques points, malgré cette super équipe de rugby avec des jeunes dont on parle beaucoup. Atis Ogbe, notamment, qui a été incroyable hier. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un arrière, surtout de cet âge-là, faire un match comme ça. Je me suis régalé. Franchement, sortir un match comme ça, Ernest Vallon, c'est quand même montrer une force quand même. Alors oui, ça gagne pas forcément, c'est la dure loi du très haut niveau, on retient beaucoup les résultats. Mais quand on regarde le contenu, Sébastien Picroni, il n'a pas vraiment de quoi être inquiet. Ah oui, non, là, certes, ils ont perdu, mais ils font un excellent match. Et c'est vrai qu'ils peuvent vraiment être déçus. C'est vrai Qu'est-ce qui leur manque en fait, pour toi ? Après, en face, j'ai envie de dire, c'est Toulouse qui va vraiment gagner son match plus que Pau qui le perd, parce qu'à la fin ils font une action qui dure plus de 3 minutes, ils ont vraiment la lucidité d'attendre l'état jusqu'avant, ça écarte vraiment à la fin, donc Toulouse fait aussi un très bon match. Après, ce qu'on peut dire qu'il leur manquait de l'expérience, je pense peut-être à ce dernier renvoi qui est tapé beaucoup trop long pour espérer au moins le récupérer, au moins mettre la pression sur Toulouse. Voilà, c'était le jeune Souverbi, si je dis pas de bêtises.
qui le tape sous Verbi ou l'ouvreur. Non, c'est Despérez. Voilà, ouais. J'ai confondu entre les deux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes à Pau. C'est pour ça. Mais voilà, c'est peut-être ce genre de petit truc. Justement, à Toulouse, à la fin, ils ont eu l'expérience de calmer. À Pau, voilà, ce petit truc, peut-être c'est ce qui leur manquait. Mais non, ils ont vraiment fait un super match. Et Théo Atisogbe, je lui tire mon chapeau parce que sur le mondial U20, quand on regarde toute cette équipe, on s'est dit, Enouchi, il jouait bien en top 14, mais il va exploser. Paul Koscielny, Atisogbe, c'était peut-être pas celui qui avait le plus explosé. Au final, c'est peut-être celui qui fait la meilleure saison en top 14. Il est vraiment énorme, que ce soit à l'arrière ou à l'aile. Donc franchement, bravo lui. Et c'est surtout qu'on voit, du coup, tu dis que ces U20 là, ils avaient une équipe phénoménale. Et du coup, j'en profite pour rebondir sur ça. Est-ce que ce sont deux joueurs, pour parler d'Emilien Gaëton et Théo Atisogbe, qui peuvent être de la partie en Argentine avec les Bleus cet été, selon vous? J'espère bien, oui. Je pense que Fabien Galtier, il était à Perpignan hier, vu qu'en ce moment, tout le monde va à Perpignan, c'est la hype du moment, Perpignan. Mais non, je pense que déjà, Emilien Gaëton, il le connaît très bien, ils ont passé l'été ensemble. Et Théo Atisogbe, effectivement, là, en Argentine, il peut vraiment se régaler et profiter justement de cette place. C'est vrai que le poste derrière, c'est un peu le poste opportunité. On se souvient Jaminet qui prend la place de Boutier après la tournée en Australie. Qui prend la place de Dulin, pardon. Oui. Dulin qui l'avait pris pareil sur une tournée où il manquait des mecs sur ce match en Angleterre. Bon, là, il y en a une qui ça va être difficile de prendre la place actuellement. Mais... Oui, certes mais il peut montrer que lui aussi il est là et que ses potes brillent en équipe de France, que Bielbiarré, tous ces mecs de cette génération-là, et que lui aussi peut prétendre à y être grâce à ses performances en club. Tu penses pareil? Ouais, je suppose que... Exactement. De toute façon, on le voit bien à Pau, c'est des super joueurs. La Coupe du Monde, on les a bien vus. Ils se sont éclatés et c'était magnifique à voir. Donc oui, forcément, c'est sur ces tournées-là en Argentine, ces tournées estivales où on sait que les finalistes ne seront pas là. Donc possiblement, il manquera peut-être, je ne vais pas m'avancer, mais peut-être des Toulousains ou des Rochelais. Je pense. Donc c'est des super occasions à prendre. Et même si après, on ne les voit pas forcément sur le long terme, sur des tournois ou ce genre de choses, pour eux, déjà, c'est génial. Et ça sera de l'expérience prise pour ces matchs en top 14 et pour plus tard, quand ils seront plus âgés, venir chercher ce maillot, comme on dit. Pour rester sur ce match, il y avait un petit événement aussi côté Stade Toulousain. Il y a un certain numéro 10 qui est rentré, qui avait le 21, je crois, de mémoire, qui est rentré sur la pelouse. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Romain Ntamack ? Non, mais on voit ce qui fait sa force. C'est rien que sa présence, en fait, ça pousse l'équipe. À la fin, il a très bien géré cette fameuse dernière action dont on te parlait tout à l'heure. Les Toulousains ont bien insisté, ils ont écarté au bon moment et ils ont écarté de suite le balai à l'aile. Donc, il apporte cette sérénité, en fait, et Ntamack que lui seul peut apporter, j'ai l'impression. En plus, Dupont qui était sorti et revenu à la mêlée, on voit qu'ils auront perdu de leur automatisme et que ça va repartir de plus belle, même si Ntamack, et ça se voyait, a encore quelques kilos en trop. Il a dit s'il va aller perdre au fur et à mesure, il a pas mal poussé, même s'il a aussi dit qu'il avait fait quelques petits excès à Noël. Mais et du coup je me suis perdu en parlant de ces excès. Non, oui, voilà, il a dit qu'il n'était pas encore à 100%, qu'il avait fini le match oxy, mais voilà, c'est peut-être trop juste encore pour débuter contre le Racing, et lui-même il a dit, il y en a d'autres qui ont tenu la baraque en son absence. Malia a été bon à l'ouverture, Dupont a pu être bon aussi, je pense cette deuxième mi-temps contre Bordeaux. Donc pour l'instant, je pense qu'il est trop juste pour être titulaire, mais on voit déjà qu'il apporte quelque chose que lui seul apporte, quoi. T'es assez d'accord, on a vu sa percée notamment, ça montre qu'il a toujours ces cannes là. J'étais presque frustré au départ de le voir remplacer Dupont. C'est beau pour l'image, mais on voulait les voir tous les deux alignés. Bon, finalement, ça se fait sur la fin de match et c'est sympa. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir cette association un peu plus longtemps parce que, on va pas se mentir, elle nous a un peu manqué. Et non, finalement, il fait quand même un super match et il montre qu'il va être là pour la fin de saison et que Toulouse pourra compter sur lui. Ils ont fait une belle image, ouais. Bon, après Dupont est revenu sur le terrain, mais ils ont fait cette belle image de changement où on voit Dupont le taper dans l'épaule. Ça y est, t'es de retour, bro. Ça fait plaisir. Cette charnière-là qui risque de se reconstruire, enfin de se recomposer plutôt pour la fin de saison et sûrement pour les phases finales. Ça augure de bonnes choses pour le Stade Toulousain. Toulouse, oui, mais pour les adversaires, beaucoup moins là, forcément. Déjà là, ce week-end, il y a de grandes choses qui démarrent tous les deux. Ah, moi je pense pas, Ntamack, je pense pas. Tu penses pas qu'il va démarrer là ? Ça sera un peu juste. Sûrement, ouais. Comme il a dit, il est vraiment. Là, il a dit au bout de 25 minutes, j'étais oxy. Ah, peut-être, ouais. Donc, non, je pense qu'il sera sur le banc. Voilà, il y a Malia qui était très moins pressés. Tout dépend de l'état de santé de Ramos aussi. Oui, voilà, je pense que c'est peut-être encore trop juste pour qu'il débute. Je ne le vois pas débuter, mais sur le banc, s'il rentre en cours de match, il peut changer le match à lui tout seul. C'est le genre de joueur qui peut faire ça, effectivement.
Ok, ben on a fini cette première partie sur Pau Toulouse. On va passer à de moins bonnes nouvelles. On va parler du Castres Olympique qui inquiète. Actuellement 8ème, 4 défaites de rang. Qu'est-ce que vous inspire cette dynamique castraise, messieurs? Est-ce qu'on peut s'inquiéter vraiment pour le CO? Bah, c'est vrai que dans ce top 14, tout va très vite. Le rugby va très vite. Non, mais là, on voit, t'es dans le top 6, tu perds 2 matchs, presque t'as les yeux en bas, tu te dis, je vais jouer le maintien. Donc, moi, je suis pas forcément inquiet. Voilà, je sais pas si c'est la rubrique jaune bunker. Si, c'est ça. Voilà, bah alors jaune, pour l'instant jaune, mais attention quand même à surveiller. Mais Castres est assez inconstant depuis le début de la saison, ils sont capables de faire des super matchs. J'ai souvenir quand ils vont gagner à Pau avec Lebrun Indice, Poplar à l'arrière, ils régalent. Et ils sont capables la semaine d'après de s'écrouler, de faire un peu n'importe quoi. Bon là, ils marquent un très mal essai par contre. Ils méritent d'être vus et revus. Cet essai de Gauthier Marava, très belle action collective. Il manquait quelques joueurs là à Castres ce week-end. Donc sur ça, pour l'instant, je ne m'inquiète pas trop pour eux. Mais en effet, par contre, s'ils veulent jouer top 6, là, il va falloir accélérer. Il va surtout falloir qu'ils règlent ces problèmes à la maison, parce que là, ils perdent un match à l'extérieur, c'est pas dramatique. Mais il me semble qu'ils sont déjà à 3 défaites à la maison, contre Clermont, Perpignan et le Racing. Donc, ça va vraiment vite falloir régler ces soucis, parce que si tu perds à la maison et que tu vas pas gagner ensuite beaucoup de matchs à l'extérieur, ça peut aller très très vite, ouais. Il y en a dans le chat qui disent Vincent est en dépression avec une défaite du CO en plus. Alors non, c'est pas pour ça qu'il est pas là. Il est peut-être il se cache, on l'a touché. Il sort plus de chez lui depuis cette défaite. Il a honte. Sataïsien dit il est même pas là ce soir et il est forfait. On va dire ça. Il est forfait ce soir. Du coup, on a parlé de Castres. On va parler un peu de l'USAP puisque c'est ultra demandé dans le chat. L'USAP qui décidément n'en finit plus de faire des performances incroyables. Alors c'est l'instant stat. On avait Opta Loïc et maintenant on a Opta François. Alors l'USAP est 4e si on prend le classement à partir de la 4e journée. Donc ils avaient perdu leurs 4 premiers matchs, dont une déculottée à la maison face à Pau. Et ensuite, sur tous les autres matchs, donc les 16 autres matchs qui se sont joués, ils sont 4e au classement. C'est assez hallucinant quand même. Et puis là, ils sont sur 3 victoires d'affilée contre Toulouse, à Oyonnax, où il faut quand même aller gagner, même s'ils sont un peu dans le creux de la vague. Et là, une démonstration donc, face à Castres. Moi, Perpignan commence vraiment à m'impressionner. C'est très serré, on ne va pas parler de top 6, c'est beaucoup trop tôt et je pense que ça ne serait pas leur faire un cadeau. Mais le maintien est vraiment en bonne voie et je pense que c'est mérité parce que c'est quand même une équipe qui propose aussi un super jeu et c'est assez plaisant de les voir jouer. Mais c'est ça en fait, de les voir à cette place avec le jeu qu'ils proposent. Là, ils ont fait un match monstrueux contre Castres et ils ont mis une tôle à Castres. Mais le match très important pour eux, c'est quand ils sont allés gagner à Oyo, ça leur a enlevé une belle épine du pied. C'est pas vraiment leur place quand on voit leur jeu, mais pourtant ce top 14 est tellement difficile, tellement âpre à chaque journée qu'il faut absolument se démener et Perpignan, malgré du beau jeu et malgré des résultats, doit cravacher comme beaucoup pour s'en sortir. Mais Perpignan paie surtout et traîne son très mauvais début de saison. C'est assez paradoxal, mais quand on prend le dernier carré de la Coupe du Monde, le club le plus impacté par les internationaux, c'est l'USAP. Et c'est vrai. Oviedo, Ruiz, De La Fuente, Marvinori. J'espère que je n'oublie pas. Bon, de toute façon, les Catalans vont très vite le dire sur le chat, je pense. Si j'en oublie un, ils vont venir me crever les pneus de la voiture sur le parking. Mais non, l'USAP et surtout, on voit les préceptes d'Arletas qui sont toujours là. Ça joue très bien en rugby. Franck Azema est un super manager. Oui, Azema aussi. Mais c'est vrai qu'il y a cette volonté de jouer. Et j'ai aussi une stat parce que je vais pas me laisser voler des stats par le petit jeune. Attention. Non, c'est la première fois dans l'histoire de l'USAP en top 14, donc vraiment pas en première division, vraiment en top 14, qu'un joueur de l'USAP arrive à inscrire 10 essais en top 14, donc Veredamou. Qui est monstrueux. Cette saison, avant, c'était Candelon et Guitoun qui en avaient marqué 9 en 2008, 2009 et 2013-2014 respectivement. Et voilà, je pense que Veredamou symbolise vraiment ça parce qu'on l'avait un peu perdu de vue à Lyon. Et là, il fait une saison monumentale. Et c'est pour ça que c'est symbolique, parce que c'est souvent lui qui est trouvé en bout de ligne, même s'il vient souvent se proposer. Hier, il fait 121 mètres parcourus avec le ballon dans les mains, donc ça prouve qu'il vient quand même chercher du ballon. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Crossdale à l'USAP, pareil, qui est un ailier qui marque des essais de fou comme contre Euna. Et ces mecs-là sont en valeur parce que l'USAP envoie du jeu. Là, il manquait Alan, mais quand même, ça envoie beaucoup de jeu, l'USAP. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, ce que je trouve vraiment cool, c'est que en fait, peu importe leur classement, entre guillemets, ils renient pas du tout leur principe de jeu, leur envie de mettre du mouvement, etc.
On peut faire le parallèle avec le foot et des équipes de Ligue 1. On en a souvent parlé avec des équipes qui jouent le maintien et qui donc du coup envoient des grandes sacoches devant et défendent, etc. Là, au rugby, bon, c'est évidemment un sport différent, mais ils envoient du jeu quoi qu'il arrive. Et je pense que dans l'esprit du staff, c'est on va s'en sortir en produisant du jeu, en marquant, en mettant du mouvement, etc. Et franchement, il faut vraiment saluer le taf que fait le staff catalan. Et moi, j'ai l'impression que l'USAP mérite sa place, notamment par ce jeu-là. Et il y a la planche des PO qui nous dit l'USAP, c'est autant de victoires que La Rochelle cette saison. Ce qui est quand même assez incroyable quand on sait que La Rochelle est 4e. Donc c'est quand même assez surprenant. Dommage pour Barak Alaria, elle aurait été titulaire. Tulagi et Haaland vont vite revenir en plus, je crois. Donc voilà, les supporters. Est déjà revenu, il est rentré contre Castres, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, les supporters catalans ont le sourire dans le chat, ça fait plaisir. Mais là, François disait c'est trop tôt pour être top 6, sauf que les prochains adversaires c'est Montpellier et Lyon. Ouais, ils ont Lyon. Alors déjà là, ils ont leur destin de leur main, donc ils peuvent se maintenir quasiment en battant ces deux équipes. Surtout s'ils battent ces deux équipes, ils seront vraiment plus loin du top 6, ça va hyper vite ce top 14. Oui, c'est ça, c'est hyper serré. Donc, ça va très vite, donc justement il faut faire aussi attention à l'effet inverse. Et s'ils perdent un de ces deux matchs, ils peuvent aussi se retrouver à 2 points de la 13e place. Donc, Ok, voilà pour l'USAP, on a parlé de l'USAP et du CO. On va parler de La Rochelle, on en parlait un peu justement avec le retour en tant que titulaire, même s'il était déjà revenu, de Mathias Haddad, qui est dans notre 15 de la semaine. Qu'est-ce que vous pensez de ces Rochelais ? J'ai l'impression, c'est qu'un avis, mais j'ai l'impression que cette saison, on en parle un tout petit peu moins. Alors, ils sont forcément prétendants, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus en discrétion que les années précédentes. Pour autant, j'ai pas l'impression que sur le terrain, ça soit pas un prétendant au titre. Ça reste des prétendants au titre quand on voit leur effectif, les joueurs qu'ils ont. Ils ont l'habitude des grands rendez-vous maintenant à force de faire toutes ces finales. Mais on parle moins d'eux aussi parce que les résultats étaient aussi un peu moins bons cette année à l'image de ce match contre Oyonnax. Ils gagnent 28-0 à la mi-temps, tout va très bien et ils font une deuxième mi-temps moyenne, voire vraiment mauvaise, où vraiment Oyonnax fait un très bon début. Ils reviennent à 28-21, si je dis pas de bêtises. Et derrière, ils arrivent à marquer, ils scellent la victoire, mais c'est vraiment La Rochelle a eu 2 visages sur ce match et attention à ce que le mauvais visage prenne pas plus le pas sur le bon visage, parce que là c'était Oyonnax, Oyonnax condamné, même si à la fin quand Jonathan Roro a vraiment changé le match en rentrant à la mêlée à Oyonnax, il a vraiment dynamisé à fond Oyonnax et Oyonnax a marqué plusieurs essais en envoyant du jeu. Mais La Rochelle a été très vite inquiétée par cette équipe de Oyonnax dès qu'ils ont commencé à écarter quelques ballons, donc attention quand même là. On aurait pu leur mettre un bunker aussi là. Il veut mettre des bunkers à tout le monde. Non, mais ce match il est un peu à l'image en fait de la saison de La Rochelle. T'as l'impression qu'ils choisissent un peu leur match en fait. Quand ils veulent faire un gros match, il n'y a pas de souci. Tu sais qu'ils vont être très compliqués à prendre, donc je me fais pas de soucis pour eux pour les phases finales. Mais là, ils débutent sur des chapeaux de roue et finalement ils s'écroulent un peu, comme si ils prennent le match la deuxième mi-temps au-dessus de la ceinture en disant bon, c'est Oyonnax, on a déjà gagné. Il va falloir qu'ils fassent attention parce que s'ils font ça sur des matchs un peu plus importants, même si je pense pas que ce sera le cas, ça va être plus compliqué. Et on l'a vu notamment en début de saison en Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, ils vont avoir des déplacements hyper compliqués. Et ça va être très très dur de conserver ce titre en Coupe d'Europe. Après, à leur décharge quand même, il y a Bergeon qui se blesse, Iribarren qui rentre, qui ressort pareil, qui est touché. Touloulatou qui faisait un très bon match, qui sort blessé aussi à la mi-temps. Donc ils ont eu quand même quelques faits de jeu contraires, il faut quand même le souligner aussi. Et ils ont de la casse aussi quand on voit que c'est Tanga qui joue en 12. Franchement, c'est pas forcément l'effectif rêvé pour eux. Dans le chat, ça dit il manque de bons 3/4. Favre et Seteny pas au niveau, Teddy Thomas fatigué. C'est ça, Tahitien qui nous dit ça. Messieurs, ça en fait quand même un prétendant à la victoire finale. Selon vous, quand même, ça malgré la dynamique actuelle, même si ça gagne, mais je veux dire avec l'infirmerie, etc., la Coupe d'Europe qui arrive, est-ce que ça change pas ? La Rochelle est toujours autant favori que les années précédentes ? Ça dépend du prix de l'immobilier sur l'île de Ré. Voilà, je sais pas comment il fluctue en ce moment, mais oui, non, forcément, La Rochelle... ils seront sûrement dans les phases finales et La Rochelle, t'as pas envie de les jouer en phase finale. Tu me diras, il n'y a pas grand monde que tu joues en phase finale. Mais La Rochelle, vraiment, tu sais que c'est dur, que devant, ils sont solides, qu'ils vont te taper dessus, qu'ils vont te faire mal à la tête. Donc, t'as pas du tout envie de les retrouver, même si en effet,
Et on parlait de Seteny est beaucoup moins bon cette saison. On sent que presque il a toujours pas digéré ce plaquage manqué sur Ntamak parce que sa Coupe du Monde est très moyenne. Depuis, alors que c'est un joueur complet, flamboyant, il nous a fait rêver, marqué de beaux essais. Et voilà, ils ont quelques joueurs, Danti qui est même bon cette saison, qui ont quand même une grosse équipe, mais ils ont quelques joueurs qui sont un peu à niveau de leur dessous. En dessous de leur niveau, comme on peut le reconnaître. Mais ils ont pas mal de blessés aussi. Et quand tout le monde va revenir, quand les Skelton, quand les Wardy vont revenir, ça va quand même être sacrément solide aussi. Et en phase finale, comme le disait Loïc, personne voudra les prendre. Et ça sera vraiment pas une bonne pioche, je pense. Oui, voilà, oui. De toute manière, la Rochelle au complet, je pense que pas grand monde, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le monde qui veulent les prendre. Même le Leinster, je suis pas sûr qu'ils veulent trop les prendre. Quelques mauvais souvenirs. D'ailleurs, en Coupe d'Europe, ils iront aux Stormers en 8e de finale. Donc voilà, pour les Rochelais. On va passer. On n'a pas parlé de ce pauvre Haddad. Tu l'as assassiné. Mais si, t'en as parlé au début, non? Non. Tu peux en parler, carte blanche. Voilà, Mathias Haddad. Non, franchement, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là parce qu'on sait que c'est un mec qui a énormément de potentiel. J'ai l'impression qu'il s'est épaissi. Ouais. Et en tout cas, ça n'en l'empêche pas d'être très dynamique. Il a porté plusieurs fois le ballon, battu quelques défenseurs. Et en défense, toujours, on le connaît, la cisaille, bas, cheville, ça tombe. Et surtout, on a découvert un pied. Vu qu'il a fait une très belle passe au pied pour l'essai de Thomas Bergeron, donc peut-être que durant malheureusement pour lui, ces nombreux moments de convalescence, il a peut-être travaillé ça, tapé au pied. Il s'est découvert un talent. Visiblement, il s'est un peu rééduqué avec Ntamak, il a pris du poids comme lui, ils étaient à la salle ensemble, le pied ensuite, ils sont bien amusés ensemble. Il y a Théo Kaza qui pose une question, bon là c'est un peu précipité, mais elle est intéressante, son retour et sa titularisation en tout cas est juste maintenant. Haddad peut penser à l'EDF, point d'interrogation. On parle pas évidemment de la société d'énergie, on parle de l'équipe de France. Est-ce que pour vous, après franchement c'est compliqué parce que vu comment le 15 de France est équipé en 3e ligne, on a du mal à croire qu'il puisse faire sa place. Après là c'est un peu tôt, mais en termes de talent, on y a pensé à un certain moment de sa carrière en tout cas. Alors on lui souhaite pas, mais on souhaite pas au Rochelais, mais en tout cas si la Rochelle est éliminée de manière précoce, lui peut très bien passer à l'Argentine. Faut déjà qu'il se fasse une place de titulaire indiscutable en club. C'est la première chose. Et après, pour une place de titulaire en équipe de France, honnêtement, ça va être très très compliqué parce que les mecs sont installés. Jelonge, quand il va revenir, il sera certainement titulaire ou au moins sur le banc. Mais pour un rôle à la Roumat, c'est possible. Ils peuvent très bien. Le staff peut très bien penser à Haddad. Roumat a la touche pour lui, mais Haddad est encore jeune et il va encore beaucoup progresser, je pense. Donc oui, c'est un futur potentiel joueur de l'équipe de France. Bon, en tout cas, on lui souhaite avec La Rochelle de pouvoir enchaîner et de pouvoir faire une saison vraiment pleine après ces nombreux pépins. Messieurs, on va parler du MVP, la grande mêlée. Voilà, c'est encore un Catalan, donc les Catalans dans le chat vont être contents. C'est Ruiz, le talonneur de l'USAP, qui a fait un match énorme, 77,7 points, donc on est dans les 7. Est-ce que vous avez fait votre équipe la grande mêlée déjà? Oui. Alors, bonne journée pour toi? Oh, j'ai pas regardé, mais je pense pas, j'ai pas reçu beaucoup de notifs. D'accord, donc déjà ça part mal. Non, j'ai mis tout le faux moi en talonneur. Je me suis dit Montpellier va faire beaucoup de molles pour gagner. Bon, ils en ont fait un, il a marqué, mais j'ai eu Willem C-2, il fait mal celui-là. On peut reparler un peu des Catalans, on en a déjà beaucoup parlé, mais on peut en reparler. Il faut qu'ils achètent le journal surtout demain, une sur l'USAP. Bien sûr. On l'a pas mis, on l'a pas montré, mais évidemment une sur l'USAP. C'est un super match de Ruiz et surtout c'est bien pour les Catalans parce qu'ils perdent l'âme. La semaine dernière au Oyonnax, et là Ruiz qui fait ce match, donc c'est de bon augure. Ça montre qu'il y a aussi de la réserve à l'USAP. Parce qu'on parle beaucoup du jeu derrière, mais devant c'est quand même c'est très très solide, c'est correct devant. Oui. Ah, ça Tahitien dit je l'ai dans mon équipe, bravo à toi. J'espère que tu l'as mis capitaine même, ce serait monstrueux. Ouais, du coup sur le pack de l'USAP, t'es assez d'accord. En fait, c'est tout un effectif qui arrive à se compléter et c'est l'USAP de derrière et l'USAP de devant arrivent à montrer de belles choses. Mais si l'USAP de derrière arrive à montrer de si belles choses, parce que demain ils font le taf. Ils jouent souvent dans l'avancée. McIntyre est souvent McIntyre ou Alan sont souvent dans un fauteuil. C'est parce que vraiment devant ils ont un pack solide. Et donc déjà il y a Marvin Norris, un très bon joueur, Ruiz aussi. Et ils ont des mecs expérimentés. Sobella qui est arrivé, un mec qui a l'habitude du top 14. Van Tonder a également beaucoup de temps de jeu et souvent très bon. Et justement.
vraiment, Azema, justement, avec ces mecs-là, a vraiment bâti un gros pack avec des mecs expérimentés et qui permettent vraiment à l'USAP de jouer plus que le maintien et plus que cette 13e place à laquelle ils étaient pourtant abonnés. Donc peut-être cette année, ils ne feront pas le barrage. Enfin, en tout cas, on leur souhaite. Oui, on leur souhaite et on souhaite ça à tous les supporters catalans qui sont dans le chat. On est obligé de bien parler de l'USAP, comme ça on a plein de gens sur le chat. C'est ça. L'USAP, c'est trop bien. Regardez, on fait une sur l'USAP. On va exploser le compteur sur Twitch. Donc voilà. Bon, mais merci beaucoup, messieurs, pour cette troisième mi-temps express. Mais on a balayé quand même toute la 20e journée, j'ai l'impression. On n'a pas parlé du Stade français. Est-ce que vous voulez parler un peu de ce Stade français surprenant qui n'en finit pas de s'imposer à l'extérieur, meilleure équipe à l'extérieur cette saison? Est-ce que là aussi on peut en parler tranquillement en phase finale? Ouais, très, très bon match pour faire une sieste sur les coups de 15 heures. Par contre, samedi, oui. C'était cataclysmique. Oui. Mais Stade français, il gagne. Ça gagne moche, mais ça gagne. Ça gagne. Et à mon avis, ils s'en satisfont parce qu'ils ont bien raison. Hein. Ils sont premiers à l'extérieur et ça va continuer à mon avis pendant un moment parce que il y a quand même c'est pas les joueurs les plus flamboyants, c'est pas l'équipe la plus flamboyante non plus. Mais ils ont les résultats et c'est ce qui compte à la fin. Puis surtout, aller en demi-finale directe, ça leur évitera leur traditionnelle défaite contre le Racing en barrage. Donc c'est mieux pour eux. Ça partage votre avis dans le chat. Ça va être vite fait de parler du jeu du Stade français. Il n'y en a pas. C'est ultra moche, mais bon, on vous laisse mettre de vos propos. Mais c'est vrai que le match hier contre Montpellier était assez soporifique. On ne s'est pas vraiment régalé. Mais bon, après, qu'est-ce qu'on veut? On veut des résultats ou on peut faire les deux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Perpignan. Ça gagne, ça fait du beau jeu. Bon, c'est pas la même place au classement, forcément. Je pense que Karim Ghezal est assez content de son classement. Écoutez, je pense qu'on a bien balayé cette 20e journée, messieurs. Merci beaucoup. On va remercier le chat. Bravo François pour ta première. T'as été à l'aise. Oh, il avait les épaules. En même temps, il travaille tout le temps à la muscu, donc c'est pas étonnant. On n'avait pas de doute là-dessus. Écoutez, évidemment, vous savez, on vous l'apprend pas, la suite de l'actualité et l'actualité ne s'arrête jamais sur Rugbyrama. Dès demain, le journal Midi Olympique sera disponible dans le kiosque et même dès cette nuit sur le kiosque numérique. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez assez nombreux pour un dimanche soir tardif. Merci messieurs. Et puis évidemment, ce sera sûrement pas avec moi parce qu'on espère un retour du titulaire Vincent Franco qu'on salue. Et puis je vous dis une bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut.